la première difficulté, c'est la langue. Qui dit Europe, ça pourrait paraître facile, mais au Portugal, par exemple, c'est compliqué quand on va dans la campagne, hein, où on trouve les artisans, c'est parfois compliqué de se faire comprendre. Donc ça, c'est quand même difficile. Et en Lituanie, ça a été aussi le problème, d'où notre obligation de rester dans les grandes villes et les endroits où les gens étaient plus susceptibles de parler anglais. C'est quand même un problème, la langue. Oui, c'est l'anglais qui nous sauve la plupart du temps. Oui, voilà, mais l'artisan qu'on va trouver au Portugal ou en Espagne, il ne parle pas forcément anglais. Non, au Portugal, on arrive encore un peu avec l'espagnol, parce que moi je parle espagnol, mais on arrive à se faire comprendre quand même. Mais là, en Lituanie, en l'occurrence, sortir des grandes villes, c'eût été assez difficile. Et on a eu la chance de tomber sur une grande foire au niveau de foire artisanale au niveau de Vilnius. Ce qui fait que ça a brassé quand même pas mal de monde qui maîtrisait quand même l'anglais, et qui plus est, on a eu affaire beaucoup à des jeunes créateurs, qui eux parlaient couramment anglais, donc là on a pu résoudre le problème facilement, quoi. Mais c'est effectivement la langue la première difficulté. Et vous disiez que vous avez rencontré quelqu'un qui parlait français aussi? Oui, une jeune qui est en couple avec un Français, et nos premiers échanges c'était en anglais, et après elle me faisait des phrases en français très correctes, donc je lui ai dit tu es française. Elle me disait toujours pas qu'elle était en couple avec un Français, et puis elle parlait français comme nous, couramment. Et puis celle qui fait les chapeaux, donc c'est une des premières qu'on a rencontrées grâce à l'association. Elle était en lien direct avec eux, et c'est grâce à elle qu'on a connu celle qui fait les pierres aussi. En fait, ça a été une chaîne, un réseau via Facebook. Hein, en fait, Facebook et de voisinage. Celle qui fait les chapeaux dit à celle qui fait les bijoux, tiens, je rencontre des Français et ils parlent anglais. Donc là, c'est vrai que ça s'est fait assez facilement en anglais après. En l'occurrence, on a été hyper bien accueillis, vraiment à bras ouverts. Et ça, c'est peut-être aussi un trait commun avec notre démarche, quel que soit le pays d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le fait de venir par le biais du professionnel, de l'aspect professionnel, donc de l'échange autour de la création, etc., ça ouvre indéniablement des portes qui ne s'ouvriraient pas autrement. Et on a un rapport tout à fait autre que celui d'un visiteur touriste lambda, quoi. C'est vrai que on va acheter des choses, on va les faire travailler aussi. On va les faire travailler, on échange sur la matière, sur les savoir-faire. On va très souvent chez eux parce que la plupart de ces jeunes, de ces jeunes ou moins jeunes artisans travaillent très souvent chez eux. Ils n'ont pas de boutique en ville, donc on rentre un peu quelque part dans leur intimité. Et sinon en Europe, que ce soit le Portugal, je pense au Portugal et la Lituanie, ce sont les deux derniers pays qu'on a visités. On n'a pas trouvé de grosses différences culturelles. Enfin moi j'ai trouvé qu'on se comprenait tout de suite sur. On s'intéresse, ils voient tout de suite qu'on s'intéresse à leur vie, à leur travail. On veut savoir comment ils travaillent, donc on va chez eux. Ils nous expliquent leurs problèmes financiers pour avoir les marchandises, surtout en ce moment, c'est quand même très compliqué. Les problèmes familiaux. Oui, on a tout qui s'ouvre en fait, parce qu'ils ont envie de nous expliquer et de nous raconter leur vie. Et ça, on l'a pas, si on est touriste, on n'a pas ce rapport-là. Et même après, je me dis, même si la boutique ferme un jour, moi j'ai envie de continuer à travailler, enfin même sans avoir de boutique, mais de voyager comme ça, parce que on rencontre les gens, on comprend leur culture, leur histoire. Atelier de gravure, là, donc c'est l'autre pendant aussi de la boutique, c'est-à-dire c'est un lieu de création, c'est là où je travaille, c'est là où j'anime aussi des ateliers de découverte de la gravure. J'ai un parcours un peu atypique quand même. Après 32 ans dans l'armée, j'étais à l'armée de l'air, moi, donc je me suis reconverti il y a une douzaine d'années, dans l'illustration. Ça a toujours été le moteur de ma vie, ça, l'illustration et la gravure notamment. Voilà. Donc là, je pratique toutes les techniques de gravure classique, excepté la lithographie.
Il faut vraiment avoir un atelier spécial. Mais sinon, voilà, je pratique régulièrement tout ce qui est linogravure, eau forte, xylogravure, toutes les techniques classiques. Et ce sont uniquement mes dessins, des dessins originaux. Ici, par exemple, donc c'est une inspiration très, très japonaise. Donc c'est un travail c'est ce qu'on appelle du lino perdu, c'est-à-dire avec une seule plaque de lino comme pour le sol, on va dire. En gros c'est ça le lino, quoi. C'est une plaque qu'on va graver avec des gouges, sachant que tout ce qui sera enlevé en matière donc ne sera pas imprimé, puisqu'on va garder on va faire un ancrage en surface de la plaque avec un rouleau encreur. Donc tout ce qui est creusé n'est pas imprimé. Voilà. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est traditionnellement dans la gravure polychrome, on fait une plaque par couleur, ce qui est le cas par exemple de celle-ci. Donc là il y a 4 couleurs et 4 plaques. Mais sur un travail comme celui-ci sous la neige, là c'est une seule plaque qui va servir à faire toutes les couleurs. Voilà, on va travailler en fait par superposition, et entre chaque couleur on va retirer de la matière sur la plaque. Voilà, schématiquement c'est un petit peu le principe, quoi. Voilà, et ça c'est imprimé sur un papier, ce qu'on appelle un papier Gampi, c'est un papier japonais qui est très 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 fin. Voilà, ça doit être du 8-10 grammes au mètre carré. Voilà, et ensuite, mais par contre qui est donc très fin mais très résistant. Et quand j'ai ensuite fait toutes les couleurs, je vais découper le pourtour de l'impression, et je vais la contre-coller sur un papier 100% coton, lui, donc un papier Arche, un BFK, papier traditionnel coton français, celui-là. D'accord. Je travaille pas mal d'après mes croquis locaux, donc tout ça c'est des croquis que j'ai fait ici, y compris les personnages. C'est une copine qui est en train de travailler sur les huîtres là. Ce sont mes croquis, soit des croquis locaux, soit que je ramène de mes voyages. Donc, et certains de ces croquis là me servent à reprendre, à les transformer en gravure. Voilà, donc c'est pas forcément du dessin de motifs locaux.